Bon, allons-y. Il est maintenant 2 heures, donc bienvenue à tous en cette journée pendant laquelle on va parler de découpe et d'emballage de fromage. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 présentations, une qui est faite par BFR et une autre par Multivac. Donc, Monsieur Pimenta, Johnny Pimenta, travaille pour BFR depuis environ une quinzaine d'années. Johnny occupe actuellement la fonction de responsable commercial de la filière fromage depuis 5 ans. Et dans ce rôle, il est chargé du développement commercial du matériel proposé par BFR pour le marché de l'emballage, de la découpe, fromagère. Doté d'une formation initiale axée sur la technique, notamment en mécanique et en électrotechnique, Johnny Pimenta est passionné par les systèmes automatisés. Au fil de sa carrière, il évolue vers des postes davantage orientés vers le contact client, mettant à profit ses compétences pour accompagner les clients dans la recherche et la création de solutions pertinentes orientées vers la performance. Son intérêt pour le rugby a engendré des valeurs humaines fortes telles que le travail d'équipe, la détermination et la quête constante d'efficacité. Donc, ça sera notre première présentation et je vais tout de suite vous présenter notre deuxième étape de la causerie. Donc, c'est Richard Tremblay, qui est un professionnel de la vente dynamique qui a fait ses preuves en matière de dépassement d'objectifs et de croissance du chiffre d'affaires. Fort d'une expérience de 25 ans en matière de développement commercial et gestion des relations, dont 15 ans dans le monde de l'équipement de capital, Richard a contribué au succès commercial de dizaines d'entreprises au Québec et dans les Maritimes. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Richard est un passionné de l'emballage et du conditionnement alimentaire qui s'engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Son approche personnalisée et honnête lui a valu de nombreux témoignages positifs pour une clientèle fidèle. Et côté sport, on a un passionné de ski alpin et de ski de fond, puis il aime s'éduquer sur les meilleures pratiques dans son domaine d'activité. Donc, on a la chance d'avoir nos 2 spécialistes dans le domaine aujourd'hui. Cette fois-ci, au niveau des instructions de la causerie, comme à l'habitude, on peut passer à la prochaine diapo. On va avoir nos questions, vu qu'on a 2 présentations, on va avoir 2 blocs de questions à la fin de chacune des présentations. Vous pouvez faire une intervention à la main levée. Moi, je vais essayer de m'organiser pour suivre les premières mains levées ou encore par la boîte de chat, puis je pourrai lire votre question au moment de la période de questions à nos présentateurs. C'est possible de garder vos micros fermés pendant les présentations pour éviter les interférences, de même que la caméra. Par contre, si vous voulez garder votre caméra ouverte pendant votre intervention en posant la question, c'est toujours apprécié. Donc, je pense qu'on est pas mal rendu à la fin de nos consignes. Je vais laisser la parole à nos 2 présentateurs là, qui vont s'enchaîner les uns après les autres avec la période de questions entre les deux. Donc, Johnny Pimenta, on va parler de découpe fromagère. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler clairement. Merci pour la présentation. Donc, moi, je fais partie d'une société, BFR System, qui est une société française, qui a qui a pour aujourd'hui pour objectif de proposer des solutions clés en main pour les industries agroalimentaires, tant au niveau national en France qu'aujourd'hui au niveau mondial, puisque plus de 50% du chiffre d'affaires de notre société est réalisé à l'export aujourd'hui. Euh, on- comme Maryse l'a expliqué, je suis bien entendu responsable commercial de toute la partie fromage, du marché fromage au sein de la société. Depuis presque 15 ans, j'ai évolué au sein de la société dans plusieurs postes, en commençant par la technique et en évoluant de la relation client et de l'accompagnement du client dans les projets, chose qui me plaît grandement. Euh, on propose aujourd'hui une gamme de solutions complètes qui, dans ce qu'on propose, allie du matériel que l'on ne conçoit pas, que l'on distribue, et de la fabrication sur mesure dédiée à l'application que le client peut avoir
donc une solution customisée. Donc, on travaille avec des leaders du marché depuis plus de 30 ans, notamment sur le côté packaging, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, on a un domaine d'expertise qui se situe sur les activités de process, de manipulation en robotique, de packaging, de contrôle et surtout, et c'est là où j'ai aujourd'hui la plus grande spécialité dans le tranchage et particulièrement la découpe à pois fixes. Donc aujourd'hui, on va parler de solutions de découpe de fromage à pois fixe ou à pois constant. Les termes peuvent varier selon les pays et selon les clients. Euh, Concrètement, le pois fixe, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, lorsque chacun d'entre vous se rend en grande surface ou dans un grand magasin, dit de grande distribution, vous avez tous pu constater que dans les rayonnages, effectivement, on a des portions de fromage qui sont préemballées et toutes avec le même poids et avec une indication de poids sur cet emballage. Donc, toutes les portions de 200 grammes d'une même marque vont avoir, soi-disant, normalement, sont réputées en tout cas pour avoir le même poids à l'intérieur dans l'emballage et donc le même prix. C'est une demande spécifique du distributeur, donc de la grande distribution, qui est en fait celui aujourd'hui qui en tire tous les bénéfices parce que d'une part, ça lui permet de simplifier l'affichage des prix, c'est-à-dire que on a une référence, un prix pour finalement un nombre d'unités défini, ce qui lui permet donc de gérer des stocks beaucoup plus facilement, qui a des références et non pas une quantité de fromage entrant dans le magasin, ce qui est, on va dire, dans un magasin, dans une fromagerie classique au comptoir, ce qui est le cas aujourd'hui dans une fromagerie. Vous allez au comptoir, vous prenez un fromage et vous dites, je veux une taille de portion à peu près comme ceci. On la pèse, on l'étiquette et on la vend. La grande distribution va complètement à l'encontre de ça. Ce sont des portions qui sont déjà préemballées de façon à pouvoir gérer des références et gérer des stocks. Et puis, ça lui permet également, bien entendu, de gérer ses promotions, de gérer les prix et les prix de vente affichés en rayon. C'est d'ailleurs pour ça que on trouve de plus en plus aujourd'hui dans les rayonnages des affichages électroniques de ces prix euh, parce que ça permet aux distributeurs, à la grande distribution de gérer et d'adapter le prix de vente selon des phénomènes extérieurs. Ça peut être des phénomènes climatiques, ça peut être des phénomènes de fête, des périodes de promotion. Voilà, tout un tas d'événements qui peuvent faire que le distributeur peut varier ses prix et c'est beaucoup plus facile à gérer lorsque finalement l'emballage est déjà prépesé et est traité euh, comme une référence qui pourrait ne pas être alimentaire. Tout ça, c'est bien entendu à l'avantage en général du distributeur, mais ça pose beaucoup de contraintes au niveau du fabricant de fromage ou du conditionneur, parce que ça l'oblige à produire avec ces impositions-là de poids et tout le risque finalement de l'utilisation de la matière se retrouve chez lui, chez le fabricant. Euh, Aujourd'hui, et ça, peu importe finalement, si dans une palette vous avez 60 portions de 200 grammes, réputées 200 grammes, la distribution va acheter 60 multiplié par 200 alors qu'en réalité, potentiellement, ça peut représenter beaucoup plus de fromage à l'intérieur de ces palettes. Donc, c'est l'industriel ou le fabricant, le fromager qui se retrouve avec la difficulté et le risque chez lui. Mais la plus grande exigence que le fabricant
peut avoir dans ce cas-là, dans la découpe à poids fixe imposée par la grande distribution, et c'est le respect des réglementations en vigueur qui permettent légitimement hein, de protéger le consommateur, c'est-à-dire qu'un consommateur qui regarde, qui va dans un rayon, prend une portion, se dit cette portion fait 200 grammes, je m'attends à avoir 200 grammes. Donc, c'est une réglementation qui protège qui fait en sorte que le consommateur va bien avoir 200 grammes dans son emballage. Euh, Sauf que ces normes sont quand même assez contraignantes. Elles imposent des limites à ne pas dépasser pour justement être sûr que le consommateur euh, ne soit pas lésé avec le poids de la portion qu'il achète. Alors, je vais prendre l'exemple ici de la norme de la régulation européenne TU1, TU2 pour illustrer ça. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est vrai que c'est la norme qui est aujourd'hui, on va dire, la plus répandue, la plus utilisée, parce qu'elle est aussi réputée être la plus contraignante en termes de butée, en termes de limites. Euh, et qu'est-ce qu'elle dit, cette norme? Cette norme, elle dit une chose, c'est-à-dire que pour un poids cible recherché, on prend ici l'exemple de 200 grammes, euh, on a une courbe de Gauss sur lesquelles on va venir positionner des butées que l'on va appeler TU1, TU2, TO1, TO2. TU1, TU2 ou TO1, TO2, qu'est-ce que ça veut dire? Le U de TU1, c'est T under et le TO, c'est T over. Donc, c'est des butées qui sont inférieures inférieures et supérieures au poids cible recherché. Euh, on est ici en train de traiter des produits qui sont vivants. On n'est pas en train de découper ou conditionner des bouts de plastique ou des bouts de métal que l'on va usiner et qui vont avoir à la fin de l'usinage une densité constante et une forme constante et donc un poids vraiment toujours bien maîtrisé. Là, on est avec des produits qui sont vivants, qui ne sont pas toujours d'une forme très régulière, avec une densité qui peut varier. Et donc, de ce fait, quand on découpe une portion, on peut mettre au défi n'importe qui de découper une portion et de faire en sorte que cette portion soit la plus proche d'un objectif fixé à l'avance. Donc, de ce fait, le fait de découper, de chercher un poids cible et de générer une moyenne va faire en sorte que une moyenne, on a automatiquement la possibilité de découper des portions au-dessus et de découper des portions en dessous. Et c'est ce que dit la norme TU1, c'est-à-dire qu'elle limite ces butées hautes et basses. Et donc, si on prend ici le cas de 200 grammes, on peut lire sur la ligne des 200 grammes que la butée ici est soit en pourcentage, soit en grammes. Et donc, on va prendre l'exemple en grammes, c'est 9 grammes. Donc, pour 200 grammes, on autorise la découpe de portions jusqu'à 200 moins 9, c'est-à-dire 191 grammes. De même que le TU2 est une deuxième valeur qui est le même mécanisme que pour TU1, mais avec une valeur de tolérance doublée à 18 grammes. Donc le TU2 est ici à 182, si mes calculs sont exacts. Donc ça veut dire que euh, dans un lot de production de produits découpés, si la moyenne des poids des portions qui ont été découpées est supérieure ou égale au poids nominal recherché, on considère qu'on peut accepter des portions qui descendent jusqu'à 191 grammes, donc TU1, et on peut aller jusqu'à 2% des portions qui vont être situées entre TU1 et TU2. Et ça, c'est possible parce que dans une moyenne, on va découper autant de portions en dessous que autant de portions au-dessus. Et c'est pour ça qu'on a aussi des butées TO, TO1 et TO2 qui ont le même mécanisme que les TU1, mais en valeur positive et non pas négative. Donc aujourd'hui,
En tant que fabricant, le challenge à relever, c'est vraiment de maîtriser au mieux le taux d'utilisation de cette matière. J'ai un fromage qui rentre et je dois faire en sorte que ce fromage, je le découpe dans un maximum de portions vendables, utiles, mais surtout que ces portions soient le plus proche possible de mon objectif et tout en essayant de faire en sorte de générer le moins de chutes possible. Donc, on va dire que les deux objectifs que j'ai lorsque je découpe un fromage, c'est d'abord de limiter le giveaway. Le giveaway, c'est un terme qui désigne le surdosage en poids d'un lot que le fabricant, entre guillemets, donne au distributeur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le distributeur achète 60 portions de 200 grammes et il n'achète pas un gramme de plus. Par contre, si le fabricant, le fromager, lui vend des portions à 200 grammes et qu'il n'a pas des outils de découpe précis, bah, sa moyenne, elle va pas être peut-être à 200 grammes, mais peut-être à 205, 210. Et donc, ces 5 ou 10 grammes qui dépassent le poids nominal, c'est ce que le fabricant donne à la grande distribution, puisqu'il ne valorise pas cette valeur-là. Et le deuxième objectif, comme je disais tout à l'heure, la réduction des issues de découpe. Donc là, c'est ce qu'on appelle les chutes, qui malheureusement ne seront pas valorisées à la même hauteur que les portions, sauf dans certains cas où le fabricant peut avoir un marché qui permet de valoriser ça en produits dérivés, comme du râpé ou comme un process cheese de fromage fondu dans une recette. Donc, hormis ces cas un peu exceptionnels, les chutes sont très souvent, malheureusement, une perte sèche. Et l'objectif, là, c'est d'essayer de s'équiper, en fait, de matériel de découpe technologiquement avancé pour essayer de réduire ces deux éléments-là. Donc, concrètement, ça se traduit comment? Aujourd'hui, pour découper un fromage, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un fromage, on va peser ce fromage. Et ce fromage, on va essayer, tant bien que mal, de le diviser dans un poids cible recherché. On prend toujours l'exemple des 200 grammes. J'ai un fromage qui fait 1843 grammes et il va falloir que je divise ça en portions de 200 grammes. Si je prends mon exemple là de 1843, qu'est-ce qui va se passer? Je prends mon poids de 1843, je divise ça par un poids cible et j'obtiens un résultat de 9, quelque chose, 9,21 portions. Là, aujourd'hui, il y a deux méthodes qui vont exister. La première, c'est ce qu'on appelle la découpe dite à poids fixe classique. Dans cette méthode-là, on va chercher à découper les portions à un poids cible vidé, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les découpes, donc dans mon cas, dans mon exemple, les 9,2, on va chercher à faire 9 portions qui vont faire au plus près des 200 grammes, et le surplus, donc le 0,21, va se retrouver à être une chute que l'on va, dans ce cas de figure, découper et évacuer. Certains cas, comme je disais tout à l'heure, vont utiliser cette chute dans du râpé. C'est très fréquent dans les mentales, par exemple, mais c'est un cas qui est vraiment qui est spécifique. Les mentales, on va récupérer ces chutes, on va en faire du shred, du râpé, et on va le conditionner tel quel et on va le valoriser. Mais dans les autres cas, malheureusement, c'est pas possible. Donc ce surplus n'est pas facilement valorisable en tant que portion, n'est pas suffisamment élevé en tant que portion pour en faire une, donc on l'écarte. Ça, c'est le poids fixe classique. Et on a une autre méthode qui est la découpe à poids fixe répartie. Cette méthode-là, on va toujours chercher à découper un fromage sans générer d'issue. Donc, sans générer d'issue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire un nombre entier de portions dans ce même fromage. Donc là, dans le cas que j'exprimais tout à l'heure,
j'ai un fromage qui fait 1842, je vais générer 9,21 portions. Et ben, ce virgule 21, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le répartir dans toutes les portions. Donc, je vais découper mon fromage dans le nombre entier le plus proche. Donc, je vais découper mes 1842 en 9 portions. Et là, si on fait un calcul mathématique rapide, eh ben 1842 que je divise par 9, on va mathématiquement obtenir des portions à 204,6 grammes. Et donc ça va être un surdosage qui est lié au fait que je ne peux pas générer de chute, donc je dois à un moment donné répartir ce surplus de poids que j'ai dans un fromage dans des portions. Aujourd'hui, on va utiliser pour, peu importe la méthode de découpe, hein, la découpe à poids fixe classique ou la découpe à poids fixe répartie, on va utiliser, on va dire, deux grandeurs, deux grandes technologies pour calculer pour générer les tables de découpe dans un produit. On va tout d'abord, et c'est le point de départ pour tous les calculs de découpe, on va tout d'abord peser notre fromage. C'est le point de départ parce que de toute façon, le poids fixe classique, c'est un calcul purement mathématique. J'ai une valeur d'entrée, je veux une valeur de sortie et je dois diviser le poids des portions de sortie, enfin, je dois diviser le poids du fromage en entrée par le poids cible en sortie et après, je décide de ce que j'en fais. Donc ça, c'est le point de départ, c'est un calcul purement mathématique. Et ça, c'est un point que l'on a dans tous les cas de figure, que ce soit la découpe à poids fixe classique, la découpe répartie, mais également dans tous les formats que l'on va voir juste après. Et le deuxième paramètre qui va nous permettre de faire un calcul performant, et c'est lui qui va nous permettre d'obtenir la précision, c'est la modélisation visuelle d'un produit. La modélisation visuelle, c'est une fois qu'on a fait un calcul mathématique et qu'on va déterminer le nombre de portions que l'on va découper, la modélisation va nous permettre de visualiser les, les défauts d'aspect, les déformations, les variations éventuellement de densité que peut avoir ce produit, pour venir le redécouper dans le nombre de portions qui a été calculé par la pesée. Donc là, peu importe que l'on soit dans un fromage rond, dans un fromage en bar, on va à un moment donné déterminer que l'on va diviser un volume dans un nombre prédéterminé par la pesée. Alors, on distingue aujourd'hui deux grandes familles de produits avec des technologies dédiées. On a, et c'est le choix de BFR System, de bien dissocier ces deux grandes familles pour pouvoir avoir des technologies de découpe plus précises et dédiées. On a d'une part tout ce que l'on considère, enfin tous les fromages ronds, les meules en quelque sorte. C'est des fromages dans lesquels on va réaliser des découpes dans des secteurs angulaires. Donc là, typiquement, on va avoir un fromage qui fait 360 degrés et on va devoir diviser ces 360 degrés dans un nombre de secteurs qui a été déterminé par la pesée. Alors pour les fromages ronds, on a aujourd'hui globalement deux technologies que l'on peut utiliser. Bien entendu, la pesée, puisque c'est le point de départ du calcul, mais également la modélisation par des caméras 3D. Donc, la visualisation d'un volume extérieur du fromage. On considère dans ce cas-là que la densité est régulière à l'intérieur et uniformément répartie dans les 360 degrés et on ne voit vraiment que la déformation extérieure du produit. La deuxième famille, grande famille de produits, c'est les produits en barre ou les produits longitudinaux. Ce sont des produits dans lesquels on va réaliser des portions et des découpes dans
la longueur du produit. Donc, on va générer ici des épaisseurs de découpe et non pas des angles de découpe comme pour les fromages. Donc, toujours comme pour les fromages ronds, on va utiliser la pesée qui est le point de départ du calcul. Et après, à ça, on va pouvoir utiliser deux grandes technologies. Une d'elles, c'est la caméra 3D, donc visualiser la déformation extérieure du produit, donc modéliser en 3 dimensions un volume. Et d'un autre côté, le scannage de densité par rayon X, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à visualiser ce qui se passe à l'extérieur, mais on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et le cas que je montre là dans l'écran est la parfaite illustration. C'est un fromage type Emmental, type suisse, dans lequel on va avoir des trous et qui va avoir une densité variable, puisqu'on ne sait pas où sont situés les trous et fonction de là où tombe le trait de coupe, eh bien, on ne va pas avoir une densité à épaisseur identique, on ne va pas avoir une densité identique dans chacune des portions. Donc là, on a vraiment besoin de générer et de euh, gérer les épaisseurs des découpes indépendamment euh, en vue d'obtenir des portions à poids fixe importantes. Aujourd'hui, chez BFR, nous proposons des solutions pour le fromage rond qui vont toute une gamme de solutions, depuis des machines compactes, donc qui ne comportent euh, que la première technologie de pesée, jusqu'à des lignes entièrement automatisées, où là, on va utiliser et la pesée et le scannage avec une automatisation vraiment à outrance, en vue justement de faire le lien aussi avec le packaging après, et que présentera Richard après moi. Voilà, des solutions complètement automatisées où on extrait les portions en individuel et qu'on va contrôler également individuellement avec l'aide d'une trieuse pondérale qui va, elle, vérifier les pesées unitairement les unes derrière les autres et, et qu'on va utiliser pour récupérer un feedback de la moyenne de production évolutive de façon à corriger en instantané le poids cible de la machine lorsque l'on découpe. Donc ça, c'est, on va dire, le grand écart des solutions, du panel de solutions que l'on peut utiliser pour la découpe de fromage. Je vais vous montrer ici deux exemples de machines dans lesquelles on peut visualiser euh, euh, ces différentes technologies à la fois de pesée et de scannage et de découpe qui y sont associées. Nous avons, ah, mince, nous avons ici donc, alors la première découpe est une découpe poids fixe pour des fromages bleus de type Roquefort en l'occurrence. Donc là, on a un premier poste où on centre les fromages en vue de les carotter, donc de réaliser un trou au centre du fromage. On vient rigidifier un petit peu les pointes dans ce cas de figure. Et ce point de départ est important parce que le point de, le centre, l'axe de carottage doit correspondre dans tous les points comme étant l'axe imposé de rotation du fromage. Et donc, c'est le point zéro à partir duquel on va venir générer tous les angles de découpe. Donc, on a vu juste avant, on a isolé les deux fromages pour les peser. Et ici, on voit la modélisation 3D via des caméras. Et on peut quand même voir que les fromages sont des fromages qui sont extrêmement déformés extérieurement. C'est une déformation qui est normale pour ce type de produit lors de l'affinage, des soins. Les fromages ont été stockés dans une certaine position et font que voilà, on n'a pas des fromages qui sont parfaits. Et donc là, ici, ce qu'on va faire ensuite, c'est la découpe. On va venir faire une découpe au rayon sur ces mêmes fromages. Et l'avantage de découper au rayon les fromages va nous permettre de faire une régulation en plus une portion
moins une portion au sein de ce même fromage. Donc, on peut avoir une correction qui se fait assez facilement. La deuxième vidéo que je vais vous montrer là est une vidéo où on va découper des fromages à pâte pressée de plus grande taille. On a une première étape de carottage. Alors, c'est pas une nécessité systématique hein, de carotter les fromages. Là, on le carotte pour des raisons particulières. On a le fromage qui a été pesé sur un convoyeur juste avant. On a acquis le poids de ce fromage, on a calculé le nombre de portions que l'on va découper. Et ici, par modélisation 3D, on vient visualiser la déformation extérieure. On peut s'apercevoir que ce fromage a une casquette très importante. Une casquette, c'est lorsque un fromage est moins épais d'un côté que de l'autre. Et la machine, grâce à la caméra 3D, a visualisé cette déformation extérieure qu'on va retrouver dans le fromage et va adapter les angles de découpe en fonction des déformations que l'on aura visualisées avec la caméra. Donc, c'est l'intérêt ici vraiment de la découpe à poids fixe, c'est vraiment de réguler ces angles de façon à optimiser la découpe et venir générer un maximum de portions à l'intérieur du fromage et de faire en sorte que ces portions aient un écart type le plus faible possible et le plus proche possible du poids cible recherché. Donc pour la deuxième grande famille, on va être sur les fromages dits en barre ou longitudinaux. Encore une fois, là aussi, on a une expérience assez importante là-dedans, peut-être même plus importante que dans les fromages ronds. Euh, on part également de technologies assez compactes pour des productions, on va dire, plus petites et qui nécessitent, euh, qui n'ont pas forcément des budgets très importants pour des investissements importants avec des utilisations tout automatiques, mais on intègre quand même l'utilisation d'une pesée et de la mesure de la longueur d'une barre pour déterminer les épaisseurs de coupe. Donc ça, c'est pour les solutions un peu compactes, mais les solutions dans lesquelles on veut vraiment obtenir des performances très élevées, ben là, on va avoir des techniques avec caméra 3D, on visualise en continu et rayon X. Euh, Là aussi, lorsque l'on découpe, et c'est plus facile à réaliser dans un produit en barre que dans un produit rond, lorsque l'on découpe les portions à poids fixe dans des produits en barre, les portions vont systématiquement passer à travers une trieuse pondérale que l'on va utiliser en système asservi et qui va nous renvoyer le feedback pour la correction du poids cible et une optimisation en temps réel et au fil de la production de la moyenne de production. Donc là, on a une illustration assez intéressante. On a une illustration assez intéressante de découpe à poids fixe. Alors, il s'agit de découpe à poids fixe de feta sur une machine assez compacte, mais qui est équipée à la fois de la pesée, mais également du scannage 3D. L'opérateur a pesé le fromage. Là, on va passer à travers une zone un peu plus sombre dans laquelle on projette un trait laser sur le fromage pour le scanner la déformation extérieure. Et on va venir découper ici avec la technologie de coupe par ultrason des portions de feta. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un exercice ensuite de peser, c'est-à-dire que on a pris les portions une par une, on les a pesées sur une balance complètement indépendante et on cherchait à cibler 100 grammes. Et là, on peut s'apercevoir en pesant les portions que effectivement l'écart type est très faible entre les portions et les 100 grammes sont quand même très très proches à toutes les portions que l'on a découpées. On a découpé dans ce cas de figure, on a cherché à découper dans ce cas de figure des portions à poids fixe classiques, c'est-à-dire qu'on a généré une chute, le surplus
n'a pas été découpé comme une portion. Voilà. La deuxième illustration que l'on a là, c'est une illustration un peu plus automatisée. Donc on part cette fois-ci avec un fromage type emmental. Ce n'est pas un vrai emmental. C'est-à-dire que c'est un fromage qui comporte des trous et donc il y a une variation de densité assez importante. Alors c'est intéressant, cette image-là est intéressante parce que vous allez voir, on voit ici deux choses. On voit ici, non, on voit ici deux choses. La première, c'est que on a un fromage qui est relativement déformé extérieurement, et on a également des trous enfin, qui sont positionnés de façon très disparate dans la longueur de la longe. On centre le fromage, la barre. Ensuite, on va peser la barre, donc le point de départ une fois de plus du calcul, et on va passer à travers un tunnel rayon X qui va nous donner la densité exacte du produit que l'on a scanné. Alors l'avantage ici, c'est qu'on est extrêmement précis, puisque on va travailler, alors sans rentrer trop dans la technologie, mais on va travailler avec des lignes de pixels qui, en fonction des niveaux de gris que l'on va voir dans ces lignes, on va pouvoir lui associer un poids à chaque ligne de pixels. Et donc, la découpe, l'obtention de la table de découpe par rapport au poids cible recherché, ce n'est qu'une addition en fait de ces lignes de pixels qui sont issues du rayon X. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis en termes de performance, avec bien entendu des giveaways, donc le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, des surdosages extrêmement faibles dans ce cas de figure. Donc une perte matière et une optimisation de la matière la plus importante possible. Je reprends là. Donc là, on revisualise à nouveau la longe et ensuite on va venir le découper. Alors ici, tout à l'heure, je parlais sur les fromages ronds. J'expliquais sur les fromages ronds que le centre du fromage est un point de référence extrêmement important puisqu'il doit être commun au carottage, il doit être commun au scannage et ensuite commun à la découpe. C'est le point de départ de tous les calculs et de toutes les opérations qu'on va y faire dans ce fromage. Donc, plus on est précis sur le positionnement et sur la garantie de référence de cet axe, et plus on est précis et meilleures seront les performances. Dans ce cas précis ici, de la découpe longitudinale, ce n'est pas le carottage qui est le point de référence, mais c'est le point de départ de la table de découpe qui est le poussoir arrière, qui est le point de référence. C'est-à-dire que ce poussoir qui va venir se positionner derrière la longe est un point de départ de la table de découpe qui a été calculée. Et donc, le maintien de la longe pendant la découpe est une des grandes clés de la réussite de l'obtention des performances. On le voit ici, le produit est extrêmement bien maintenu jusqu'à la dernière découpe. Et tant qu'on est au contact de cette pince, de ce poussoir, pardon, on va être sûr que l'on va garantir les performances et on va être dans le respect de la table de découpe qui a été calculée. Ici, encore une fois, on voit qu'on est dans un cas de figure de découpe à poids fixe classique, puisqu'on génère des entames et des talons, donc des chutes, des évacuations qui vont être traitées dans ce cas-là probablement en fromage râpé. Ensuite, on a la liaison
vers l'emballage, mais dans la liaison vers l'emballage, on va passer à travers que j'ai évoqué tout à l'heure, la trieuse pondérale. Et là, ici, on peut voir que effectivement, à chaque passage, on est extrêmement précis sur les performances et sur le respect du poids cible de 200 grammes que l'on recherchait initialement. On est globalement ici, la trieuse pondérale s'assure de la validité des poids par rapport à la norme TU1, par rapport à l'imposition de la loi. Et là, pour les plus experts et ceux qui peut-être ont déjà eu recours à une trieuse pondérale, on peut voir qu'ici, on est dans un respect maximal, puisque on est avec un taux d'acceptation des portions dans le respect de la norme de 100%. Donc, 100% des portions sont en accord avec la courbe de Gauss liée aux 200 grammes, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau d'explication. Et on a une moyenne de production ici qui est de 200,3 grammes. Ce qui veut dire que le giveaway, dans ce cas précis, il est de 0,3 grammes. Rapporté à 200 grammes, c'est 0,15%. Donc, ce qui est... Johnny, Oui, excuse-moi, il nous resterait 5 minutes pour les questions, donc je ne sais pas si tu eh peux. ben, Oui, je termine, je conclue là-dessus. d'accord, merci. Euh, donc là, on est extrêmement précis sur le giveaway. Et donc, c'est une technologie qui nous permet d'être très performant sur le giveaway et sur le taux de récupération matière. Voilà. Donc, merci de votre attention. Et la parole est aux questions. Plutôt questions, oui. Pour l'instant, je ne vois pas de questions ni de main levée. Je vais peut-être meubler un peu le temps que les gens puissent se manifester. Deux petits points d'éclaircissement, Mhm, Johnny. Quand vous mentionnez, quand vous avez parlé du TU1, TU2, le mhm. calcul du TU1, TU2, si je ne me trompe pas, c'est bien une fois l'écart type, deux fois l'écart type. Hein? C'est Tout à pour... fait, Oui, exactement, tout à fait, c'est exactement parfait. ça. Donc, juste pour le situer, juste pour être certain que les gens le... Bien sûr. Quand vous mentionnez issu de coupe, c'est ce qu'on appelle, nous, les sous-poids, je crois. Alors, ça peut être les sous-poids, bien entendu. Ça peut être les sous-poids, mais ça peut être également, comme j'expliquais tout à l'heure, les chutes. C'est-à-dire que dans le cas de figure de poids fixe classique, c'est le surpoids que l'on ne souhaite pas attribuer ou répartir sur les portions. On va ici le découper et l'éjecter, le séparer des portions. Donc ça, c'est des issues de découpe. Si on n'est pas précis, on génère des issues de découpe importantes par peur de ne pas être précis. Ouais. Je pense que c'est la même chose que les normes canadiennes. De toute façon, TU1, T1, T2, c'est une fois l'écart type ou deux fois l'écart type. C'est la Oui, même chose ok. que les normes. Caroline, oui, ben Caroline, c'est ça en fait. Est-ce que vos machines peuvent se paramétrer avec les normes canadiennes? Mais je pense que c'est Bien pas mal entendu, oui, semblable. bien Oui, c'est entendu. ça. J'ai pris cet exemple parce que c'est le plus répandu, c'est le plus courant. Mais bien entendu, alors comme j'expliquais tout à l'heure, on travaille à plus de 50% à l'export. On a eu travaillé beaucoup sur la Russie, par exemple. Eux n'ont pas les TU1, TU2, ils ont ce qu'on appelle les GOST. Donc, bien entendu, on s'adapte en fonction de la norme locale et les performances que l'on annonce dans nos machines tiennent compte de la norme locale. Parfait. Puis, dans une chaîne, juste pour que les gens en soient conscients, quand on calcule la moyenne du poids, c'est au fur et à mesure, Bien quand sûr, on est en continu, c'est au fur et à mesure que les poids avancent. Donc, il y a quand même une stratégie à adopter si on a une tout petite à fait. idée, si on est plus lourd au début, à la fin de notre lot, ben, sur le calcul de notre moyenne, il faut y penser, là. Il y Tout à a, fait. Il oui, faut en général démarrer un tout petit peu au-dessus parce que tant que la moyenne n'est pas, enfin, il faut qu'on démarre la production en gardant la moyenne au-dessus du poids cible parce que si on est en dessous, les portions sont automatiquement éjectées. en sous-poids, Donc, il y a c'est ça. effectivement en sous-poids, bien entendu, excusez-moi. Oui. J'utilise pas toujours les bons termes, je suis désolé. Non, mais je pense que les gens avaient compris, mais je voulais juste m'en assurer. Bon, très bien. Je ne vois toujours pas de questions et de mains levées.
Moi, c'était mes points d'éclaircissement. Je pense on pourrait passer à la présentation de Richard. Merci beaucoup, Johnny. C'était bien, Je vous bien en prie. intéressant. Ouais. Bon, Johnny, à la limite, j'ai une autre question. On va essayer de meubler. Oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Euh, les carottes qui sont prises, en général, Oui. les gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce que des fois, c'est tout petit, des fois, c'est gros. Ça peut. Faut Alors, utiliser ça, ce fromage-là, oui. Non? il y a deux stratégies selon finalement la taille du produit. Si on travaille avec un produit de grand diamètre, par exemple, la carotte, on cherche à faire une carotte, et je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, on cherche à faire une carotte carrée. C'est pour venir réaliser des portions encore dans ces carottes. Là, on est clairement dans un cas de figure où on n'a pas de moyen de recycler ces carottes en chute, donc on vient découper des portions dans une carotte carrée. Dans le cas des carottes rondes, malheureusement, à moins d'avoir un canal de vente de ces carottes rondes, et ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé, ces carottes finissent soit en fonte, soit en râpé. C'est pour ça que on cherche quand même à avoir la carotte la plus faible La plus possible, faible possible, oui. voire inexistante si c'est possible. Mais c'est vrai que quand on réalise beaucoup de portions dans un fromage qui fait 360 degrés, si on ne fait pas de carottes, on a des pointes qui sont extrêmement fragiles et qui se cassent et qui ne sont visuellement pas très jolies. Oui, c'est ça. Donc, ça évite vraiment. Ça permet d'avoir des belles pointes là, bien Exactement, franches. Oui, c'est ça. exactement. Et Bon. selon le type de conditionnement qu'on va avoir derrière, si on est sur du film rétractable, les pointes très fines ne sont esthétiquement pas très jolies. Elles sont un peu recourbées et c'est vrai que ça donne la sensation que c'est pas très vendeur. Bon, parfait. Merci, Johnny, encore une fois. De Bon, rien. on a récupéré Richard, fait qu'on te passe l'écran, on te passe la parole. Bon, parfait. Fait que j'y vais de suite. Merci beaucoup à Johnny. On avait pensé faire les deux séances, le portionnage et la découpe du fromage. La suite logique, évidemment, est de l'emballer. Alors, développer le succès, maîtriser l'art de l'emballage du fromage. Ça va me faire plaisir de vous présenter la vue de Multivac quand ce qui a trait à cette portion. Très rapidement, Multivac Group est une société internationale. On est dans plus de 100 pays, 85 d'autres compagnies sœurs dont Multivac Canada fait partie. Plusieurs employés à travers le monde, environ 6 700, 6 800 à venir jusqu'à maintenant. Multivac Canada est son siège social situé en Ontario. Au Québec, pour ceux que je connais avec qui je travaille, on a des bureaux décentralisés, donc on est sur notre territoire proprement dit. Par contre, on a aussi un centre de support client qui est situé à Vancouver. On a des techniciens locaux qui permettent là, de supporter nos opérations, vos opérations, devrais-je dire, Multivac. Les sujets d'aujourd'hui. Donc, j'ai séparé la présentation en 4 segments principaux. Je comprends que peut-être aussi l'auditoire va avoir différents niveaux d'expérience avec l'emballage. C'est possible là, qu'il y a des choses qui soient plutôt simples, d'autres choses un peu plus avancées, mais bon, l'emballage étant ce qu'il est, il y a quand même plusieurs choses à voir. Type d'emballage, donc flexible, rigide. Donc, on va couvrir ces deux types-là. Conditionnement, quand on parle de conditionnement, ce qu'on connaît beaucoup, le vacuum, mais aussi l'atmosphère modifiée se prête de plus en plus aussi à l'industrie fromagère, en atmosphère modifiée ou en gaz flush. Et puis aussi, on a en vacuum le VSP, ce qui est plus communément appelé le skim. On va brosser un tableau général des matériaux. Je pense que c'est un sujet important à couvrir, les matériaux qu'on connaît, qui sont plus actuels et les matériaux qui sont plus tendance aussi, à lesquels on entend de plus en plus parler. Sans oublier, évidemment, étant équipementier, la partie équipement, on va parler de chambres sous vide, thermoformeuses, operculeuses, flow wrapper et une partie automatisation que je vais couvrir aussi. Alors, sans plus tarder, les types d'emballage.
Évidemment, sac sous vide. On a commencé fort probablement, oui, on continue aussi, il y a toujours sa place avec des sacs préfabriqués, les emballages flexibles. Sont en majorité des sacs. Ça peut être aussi des paquets qui sont thermoformés ou évidemment en flow wrapper. Les avantages, flexibilité, adaptabilité, utiles pour des produits volumineux. Évidemment, on achète des sacs. Les sacs étant préfabriqués, on peut choisir différentes grandeurs. Donc, c'est très convivial, facile d'utilisation. Le coût aussi relativement abordable selon les volumes, évidemment. Et puis, avant-arrière du sac. Les inconvénients, bien l'esthétique finale, souvent peut être moyenne, d'autant plus que des fois, on essaie de limiter la quantité des sacs qu'on va utiliser. Alors, dans l'optique de faciliter l'intrusion d'un produit à l'intérieur du sac, eh bien, on va utiliser un sac un peu plus gros, ce qui va, comme on représente ici, le laisser vous excuserez mes anglicismes tout au long de la présentation, des coûts, des nets supplémentaires sur le paquet, ce qui n'est pas nécessairement toujours très esthétique. Les limites en type de conditionnement au niveau des sacs sous vide, on est en mesure de faire un sac sous vide en vacuum. On peut faire un vacuum aussi avec une exécution en shrink. On peut faire une atmosphère modifiée. Par contre, dans le monde du fromage, l'atmosphère modifiée avec une réinjection de gaz qu'on va couvrir tout à l'heure. Des fois, là, il y a, les clients pourraient penser là, que le produit est périmé. Ce n'est pas, là, disons, comme par exemple la sandwicherie, là, que les clients sont un peu plus familiers avec ça. Donc, c'est quelque chose à faire attention à ce niveau-là. On parle ensuite encore d'un produit flexible mais thermoformé dans le jargon qu'on appelle FlexFlex. On va voir l'équipement un peu plus tard. Donc, on voit d'emblée là, que le design de l'emballage paraît un petit peu plus sophistiqué, disons-le comme ça. Donc, évidemment, là, dans le cadre d'un projet d'une thermoformeuse en emballage FlexFlex, ça nous donne la possibilité de personnaliser un peu plus l'emballage. Comme on voit ici, là, un fromage en wedge, en triangle, on peut donner une forme plus particulière à l'emballage, ce qui permet d'épouser la forme un peu plus du produit. Même chose si c'est un bloc avec des arêtes plus prononcées ou, disons, un cylindre proprement dit. Alors, il y a aussi un aspect là, qui est au niveau des coûts, comparativement, par exemple, à des sacs. Les coûts peuvent être intéressants. On parle de règle générale, on peut sauver, selon les volumes, environ 10 à 15 sur un film FlexFlex comparativement à des sacs préfabriqués. Tout étant relatif, évidemment, là, mais bon, habituellement, c'est ce qu'on retrouve comme règle d'or. Alors, ça peut être intéressant à envisager. Les inconvénients, bien, changement nécessaire pour les différents formats au niveau de l'équipement proprement dit, ce qu'on ne retrouve pas, disons, avec une chambre sous vide avec des sacs. Il y a un changement qui est nécessaire pour ce type d'équipement, pour créer ce type d'emballage flexible. Le dimensionnement des paquets, principalement pour le détail. Évidemment, on a différents types d'équipements, de grosseur d'équipements qui peuvent se prêter à des produits plus gros, mais d'ordre général, selon les investissements nécessaires et voulus, bien, les produits thermoformés vont se retrouver là, dans le détail. Encore dans le flexible, évidemment, le flow wrapper, le paquet flow wrap à l'industrie du fromage. L'imprimé est accessible. Évidemment, encore là, on peut imprimer en avant et en arrière du paquet. Facilement adaptable par produit. Donc, de par le principe de scellage du flow wrapper. Évidemment, là, il est possible là, d'adapter le flow wrapper sur le produit proprement dit. Les inconvénients, bien l'emballage, souvent une ligne. Puis je vous dirais le seal seam, évidemment, qui est très apparent, là, qu'on voit ici. Là, donc, c'est au niveau là, de ce type d'emballage-là.
Juste m'assurer là, que ma connexion, que vous me suivez toujours, si c'est possible de m'informer au fil du temps. Là, je vois là, que j'ai des messages que ma connexion est plus ou moins stable. Alors, Ouais, j'espère que tout va la, bien. la connexion n'est pas très stable. Je sais pas si ce serait une bonne idée de retourner sur le modem. On va Sinon, essayer si ce n'est pas ça. possible, enlever le flou en arrière-plan, ça enlèverait une couche de process à travers la bande passante aussi. Et voilà. Donc, je continue en mode présentation. Et voilà. Donc, j'étais rendu aux barquettes rigides. Bon, le temps passe. Je vais essayer de faire au mieux, au plus vite possible. Là. Il y a plusieurs slides, beaucoup de contenu que je vais partager avec vous. Donc, dans les barquettes, ça prête aussi là, un emballage au niveau des fromages. Les avantages sont la rigidité de l'emballage proprement dit, mais aussi qu'on peut l'utiliser comme réceptacle. Alors, souvent aussi, on va privilégier l'utilisation d'une atmosphère modifiée dans le cadre de ce type d'application. Par contre, des barquettes ont un coût. On doit se les procurer par des fournisseurs qui sont des fournisseurs qui vont extruder la matière. Cette rigidité-là offre un avantage, mais aussi un inconvénient au niveau du coût et de l'entreposage proprement dit. Donc, une certaine quantité de barquettes doit prendre un espace d'entreposage. On parle d'environ 4 fois l'entreposage d'un rouleau de film thermoformable ou entre autres peut-être au niveau des sacs, des boîtes de sacs d'emballage. Alors, à considérer là, dans le cadre d'une opération. La disponibilité des formats pourrait être un inconvénient aussi, mais bon, selon ce qui est disponible dans le marché, si on a besoin de sortir de ces guidelines-là, bien, il y a des coûts reliés à des matrices supplémentaires et puis aussi des minimums de quantité qui doivent être respectés souvent par les fournisseurs, par les clients, de par les fournisseurs. Alors, évidemment, là, c'est des choses qui peuvent venir freiner un peu le choix de cet emballage. Aussi, le rigide dans le thermoformé, on le connaît comme alternative à la barquette proprement dit et au tray sealer. Ça peut être fait sur une thermoformeuse, donc la coût de la barquette en soi est moindre. Aussi, évidemment, la rigidité peut devenir moindre là, puisqu'on forme la barquette nous-mêmes sur l'équipement. Donc, il y a des limitations à respecter au niveau de l'épaisseur du matériel qu'on doit thermoformer. Donc, ça pourrait devenir un frein aussi si on a des paquets très profonds, par exemple. Bien si le client décidait, par exemple, d'avoir une rigidité plus grande. C'est ce qui va dicter souvent ce choix-là. Je ne suis pas certain que c'est une bonne idée. On va essayer de voir là, pour les vidéos là, si ça fonctionne bien ou si ça lag. Là. Bon, une petite chambre sous vide. On est tous très familiers, je crois, avec le concept. Je vous présente cette vidéo seulement pour vous mentionner le principe d'évacuation est similaire, sinon le même. Que ce soit une petite chambre sous vide, comme on dit, tabletop, ou dans le fond, là, sur un équipement thermoformeuse ou tray sealer, le principe de l'évacuation proprement dit, le principe du vacuum est le même. Alors, important de le considérer. Vidéo sur les paquets thermoformés. Donc, on a ici une thermoformeuse avec un chargement manuel. Donc, l'opératrice sur l'avancement du film, la pochette est créée sur la thermoformeuse, dépose le produit de façon manuelle. Évidemment, il y a une préparation qui doit être faite là, des produits, amenés à la station de chargement. Et ensuite, sur l'avancement du film, on charge en wedge, comme on peut voir ici. Donc, on a décidé de donner une forme triangulaire à notre paquet en application flexible en haut, flexible en bas. Ce client-ci, bon, c'est une vidéo séquencée d'un vidéo client, là, donc on démontre le paquet thermoformé qui tombe sur une table sous vide. On peut voir le seal seam tout le tour, un paquet qui est en flexible clair. Et ce client-là, particulièrement, lui, va le remettre en boîte par la suite. Donc, le Flow Wrapper est un packaging flexible. Donc, on a nos portions préparées qui auraient pu être travaillées sur un équipement de BFR, qui est un équipement continu. Donc, un flot continu de produits entre dans le tube de matériel.
et puis ensuite va être scellé. Ce type d'emballage-là aussi peut être préimprimé, comme je le mentionnais, peut aussi évidemment être en atmosphère modifiée, donc différents types aussi de matériaux disponibles sur le Flow Wrapper, qui est un équipement qui est quand même très versatile, on verra un petit peu plus tard. La barquette, différents types, évidemment, de barquettes peuvent être utilisés. L'équipement en soi aussi peut être très variable en grosseur, en volume, en productivité. Celui-ci, cet exemple-là, on utilise une barquette cartonnée dans laquelle on a un leading à l'intérieur pour un aspect barrière. Et puis, donc, ça se prête aussi au fromage. Évidemment, on le voit moins là, si on est en épicerie, par exemple. On va voir souvent les paquets thermoformés en atmosphère vacuum. Mais bon, ça pourrait définitivement être une opportunité d'utiliser une barquette préfabriquée, par exemple pour des produits en cubes, pour du produit tranché, etc. Les fonctionnalités de l'emballage, eh bien, c'est important de les considérer. On parle bon, par exemple, film préimprimé. Évidemment, ce ne sont pas les seuls, là, mais quelques-unes ici, films préimprimés qu'on peut retrouver soit sur des sacs, qu'on peut retrouver en fait sur la majorité là, des composantes de matériaux. L'étiquette est une option aussi intéressante à envisager. Portion pack, snack pack, donc plusieurs fonctionnalités sur ces petits paquets qui sont évidemment là, une opportunité intéressante dans le marché, un marché grandissant là, dans la portion. Donc, on voit ici là, un paquet qui est pré-perforé qui nous permet là, de séparer la portion. On a un tier notch en anglais, donc une fente qui permet de faciliter l'ouverture du paquet. Sur l'image de droite, on voit là, évidemment un trou de perforation qui permet de suspendre l'emballage au niveau là, des étagères. Puis aussi, on peut remarquer ici là, qu'on a une surface un peu plus grande qu'on appelle un header qui nous permettrait, par exemple, d'appliquer une étiquette à l'avant sans venir camoufler nécessairement le produit. D'autres fonctionnalités, bon, Easy Peel, coin à ouverture facile. Donc, évidemment, on doit utiliser ce coin qui est un avantage pour vos consommateurs d'ouvrir facilement le produit, doit être utilisé avec un film qui va vous permettre cette fonctionnalité qu'on appelle Easy Peel. Donc, si on utilise un film qui va sceller de façon positive, le client ne sera pas capable de l'ouvrir, peut devenir un peu frustrant, disons-le comme ça. Refermable, quelque chose d'intéressant quand on parle de portions un peu plus grandes, si ce n'est pas une consommation unique. Donc, ce qu'on appelle le peel reseal. On peut voir ici là, que le paquet est un peu plus vers l'intérieur, dans ce qui permet au consommateur de venir facilement refermer le paquet. Un Easy Peel pourrait aussi être sur le rebord du flange. Donc, différentes applications qu'on pourrait regarder dans cet aspect-là. Il ne faut jamais oublier qu'on doit se rendre au produit. Donc, c'est important là, de laisser le plus d'ouverture possible aussi aux clients. Le Zipper Pack, bien connu, là, donc, qui peut être soit installé en usine, par exemple, sur un sac préfabriqué ou bien directement sur une thermoformeuse, une fonctionnalité intéressante qui permet de refermer un paquet. Les fonctionnalités d'emballage, je trouvais ça intéressant ici là, parce qu'on ne voit pas encore vraiment ça au Canada. Je vous dirais, sinon, certainement pas au Québec. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu, mais un emballage avec un échange d'oxygène. Donc, celui-ci laisse des interruptions au niveau du joint d'étanchéité. Donc, l'emballage respire, ce qui permet là, de la croissance des fromages à croûte fleurie, par exemple, ou persillés. Donc, on doit considérer ce type de fonctionnalité-là avec un emballage rigide. Donc, comme on peut voir ici, là, il y a
dans le fond, au niveau du formage du film, on a un recess qui nous permet de laisser l'ouverture et puis l'oxygène, l'air ambiant passer, proprement dit. Je trouve intéressant cette fonctionnalité-là. Évidemment, est-ce que les clients sont prêts à acheter et à avoir ce type d'emballage, ce type de produit proprement dit? Ceci reste à voir. Ça m'amène à vous parler des conditionnements. Évidemment, tout se joint un petit peu. Là, j'utilise les terminologies vacuum, atmosphère modifiée, MAP, skin. Démystifions ça ensemble. Donc, les conditionnements, les principaux mécanismes de détérioration affectant les produits laitiers, évidemment, on veut les minimiser. L'altération par les levures et les bactéries et le rancissement oxydatif, donc, qui est généré par l'oxygène. Donc, on utilise deux principales exécutions, probablement pas les seules, mais bon, dans l'industrie dans laquelle je travaille, c'est ce qu'on fait, le vacuum, dans lequel on va retirer l'atmosphère ambiant du paquet et l'atmosphère modifiée, qui est, dans mon jargon, différent un peu du gaz flush. Je vais y revenir. On pourra faire la différenciation un peu plus tard là-dessus. Donc, le vacuum, donc emballé sous vacuum, l'objectif derrière le tout est d'augmenter la durée de vie. Un des objectifs, évidemment, diminuer la dégradation biochimique des produits et puis retirer l'atmosphère du paquet. Quand je parle d'atmosphère, c'est cette charte ici qu'on parle, l'oxygène ambiant est composé de près de 21% dans l'air ambiant. Alors, on veut retirer cet oxygène-là. C'est la raison pour laquelle on fait un vacuum. Il faut garder en tête que le vacuum, qu'il soit dans un paquet flexible ou en skin, parce qu'on va voir qu'il y a différents types de vacuum, ne se prête pas nécessairement à des produits qui sont sensibles à la pression. Donc, on voyait tantôt dans la présentation de Johnny là, des produits qui ont une densité différente. Donc, évidemment, si on vient à poser un trop gros vacuum sur ces produits-là, on peut dénaturer ce produit proprement dit. Donc, à garder en tête aussi. Quand on parle de vacuum, on parle aussi de shrink. Alors, le processus shrink utilise un matériel spécial qui va se contracter sur notre produit. Encore là, soit en sac ou en film thermoformable. Donc, il est possible de faire une application shrink sur une thermoformeuse. Le paquet final va passer à ce moment-là dans une unité de contraction, que ce soit dans l'eau chaude, évidemment, ou à la chaleur soufflée, qui va se rétracter habituellement environ entre 20 et 30% sur le produit, ce qui va venir donner un aspect qui va suivre la courbe du produit, un aspect, en guillemets, haut de gamme, donc un peu l'aspect skin en tant que tel. Pâte ferme au niveau des portions, pâte semi-ferme, portions tranchées, meules en bloc. Ça peut être des applications intéressantes. On le voit souvent aussi sur des blocs complets pour la conservation en tant que telle. Ça pourrait être une application à considérer. Le skin, on voit beaucoup le skin dans le monde de la viande, dans le monde du fruit de mer, un peu moins dans le monde du fromage, et je pense que ça a sa place. Donc, le skin d'emballage VSP, Vacuum Skin Packaging pour VSP, implique l'utilisation d'un matériel qui est spécialement conçu, qui va venir épouser la forme du produit. Donc, on le chauffe, on l'étire, on vient le redéposer et draper notre produit proprement dit. Encore là, c'est un vacuum profond. Donc, la tension en tant que telle, il y a une tension qui vient être mise sur le produit. Donc, le matériel va venir épouser la forme de notre produit et aussi retirer l'atmosphère ambiante, l'oxygène, nécessairement qu'on pourrait ne pas vouloir dans notre paquet en skin ou en vacuum. Les facteurs d'influence du processus de vacuum, à part le temps, évidemment, de vacuum proprement dit, la force et le volume de la pompe. Quelque chose qui est important de considérer, souvent qu'on oublie, c'est la température des produits au moment de l'emballage. Je vous partage une petite charte qui démontre les températures versus le nombre de millibars.
Donc, un vacuum, c'est quoi? En réalité, on a 1000 millibars dans l'atmosphère et on veut retirer l'atmosphère en descendant graduellement le nombre de millibars dans notre paquet en tant que tel, dans la chambre proprement dit à vacuum. Donc, c'est important de considérer la température du paquet parce que l'eau n'a pas la même réaction à un niveau de millibars moins grand que dans l'atmosphère régulière. C'est-à-dire, comme par exemple, si on dit on a un produit souvent dans votre monde aux alentours de entre, mettons, 10 et 15 degrés Celsius. Donc, à 15 degrés Celsius, on ne pourrait en théorie pas descendre plus que 17 millibars dans une application vacuum. On y arrive en mettant plus de temps et plus d'efforts. Ce qui se produit, par contre, c'est qu'on va, ce qu'on appelle dans le jargon, atteindre le point de flashpoint. Donc, le vacuum va se mettre à retirer des vapeurs d'eau. Les vapeurs d'eau vont se saturer, vont devenir en vapeur, et puis l'eau va devenir en vapeur, et puis le processus de vacuum va tenter de l'extirper de notre paquet, ce qui diminue la rapidité de l'exécution en tant que telle. Donc, le mot d'ordre, en réalité, plus notre produit va être froid, plus on sera en mesure de descendre en millibars. Dans le monde du fromage, habituellement, on est habitué d'avoir environ 10 millibars jusqu'à 5 millibars d'évacuation pour obtenir une durée de vie acceptable, disons-le. L'atmosphère modifiée se traduit par l'atmosphère naturelle de l'air ambiant qui est remplacée. Donc, ça passe quand même par un processus de vacuum. Donc, on va retirer l'air ambiant du paquet pour réinjecter un gaz ou une mixture de gaz qui va nous permettre d'augmenter la durée de vie de notre produit. Donc, l'évacuation, injection de gaz en tant que telle, dans le fond, si on fait un vacuum préliminaire et puis on réinjecte un gaz, c'est ce que j'appelle le MAP, le Modified Atmosphere Package. Et je différencie le gas flush, comme je parlais tout à l'heure. Il y a possibilité de faire une atmosphère modifiée en utilisant le gaz pour pousser l'air ambiant dans le paquet. Donc, vous comprendrez que d'une part, on a besoin de plus de gaz pour pousser l'air ambiant de notre paquet, et aussi les résiduels d'oxygène pourraient être plus élevés ou moins contrôlables dans cette exécution-là en gas flush. Alors, c'est à voir, c'est une opportunité qu'on a. Si ça répond à nos besoins, eh bien, à ce moment-là, ça peut très bien se prêter pour le faire. On voit souvent ce type d'application dans un flow wrapper quand on parle de gas flush proprement dit. Les facteurs de MAP, bon, la qualité et l'état du produit au départ, évidemment, vont venir influencer les micro-organismes, l'activité de l'eau, valeur pH et consistance. On parlait de la température proprement dit du produit et les composantes de gaz. Mixture de gaz possible, les pâtes fermes, 70 à 100 de CO2, 0 à 30 de nitrogène. Évidemment, dans le monde du thermoformage, on voit plus ou moins 100 de CO2, on voit plus, disons, nitrogène et puis 30 de CO2, donc 70-30, c'est ce qu'on est habitué de voir. Le 100 de CO2, ce qu'il va faire, c'est qu'on fait un style de vacuum par le gaz. Donc, l'air ambiant va être l'air ambiant va être sorti en gaz flush, le produit va absorber le CO2 et puis on va avoir un paquet qui se referme sur notre produit en tant que tel. Est-ce que ça se prête bien à votre produit? Évidemment, les fromages et processus peuvent varier. Donc, la petite phrase ici est importante. Le bon ratio de gaz par produit doit être testé au cas par cas. Évidemment, là, on a des partenaires au niveau des gaz alimentaires qui peuvent nous aider avec l'expérience. Donc, c'est important de bien s'entourer à ce niveau-là, faire des tests aussi. J'aime les images, comme on dit, image vaut 1000 mots. Je vais passer quand même assez rapidement parce que le temps presse. Les portions.
On parle de différents types d'emballages, soit en atmosphère modifiée ou en vacuum ou en skin. Ici, en skin, une très petite portion. Ici, en atmosphère modifiée, en fond rigide. On parlait de shrink tout à l'heure, donc une fonctionnalité pour une portion aussi. On parle de skin en fond rigide, donc pour une portion de fromage. Des choses qu'on est plus ou moins habitué de voir, disons, au Québec. Je pensais intéressant de vous les montrer. C'est disponible en Europe, principalement ces photos-là. Donc, quelque chose d'intéressant à envisager. La portion est évidemment un segment de marché qui est en croissance, là, je dirais. Évidemment, ce sont les habitudes de consommation au Québec, au Canada. Là, on est habitué des fois peut-être d'acheter plus en gros, mais de par le fait, là, comme on disait tantôt, on veut portionner à poids fixe. Donc, l'emballage portion peut devenir intéressant aussi. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'on peut, à moins que ce soit évidemment une unité, une portion unique, là, on peut garder une atmosphère sur un portionnage, sur un paquet qui serait portionné et en atmosphère différent sur le même emballage proprement dit. On voit ici le FlexFlex. Certaines fonctionnalités autres aussi, donc on peut avoir une fonctionnalité esthétique là, pour les carrelages au fond de notre paquet, mais aussi on peut avoir cette fonctionnalité-là pour justement retirer le produit du fond du paquet et laisser l'atmosphère ambiante circuler autour de notre produit pour éviter une dégradation, s'assurer que l'atmosphère et le gaz inerte ou la combinaison de gaz fait bien son travail. Donc, un point à considérer. On peut voir aussi là, que l'aspect attractivité, marketing est intéressant. On voit le cœur ici. Là, donc, tout le côté marketing de l'emballage est un aspect très important aussi auquel il faut penser là, dans le cadre d'un projet. L'Idamer, donc, qui était quand même innovateur, donc un paquet thermoformé, rigide, bas et haut, dans lequel on vient refermer le paquet avec un couvercle qui est thermoformé, donc quand même intéressant. Un paquet en enveloppe ou en portefeuille, donc qui viendrait, le produit est glissé à l'intérieur et puis on vient remettre ce qu'on appelait le header tout à l'heure, qui vient se refermer automatiquement avec une étiquette. Donc, un autre style intéressant de l'emballage en tant que tel. Des cubes, encore là, en skin, en brochette, différentes saveurs à l'intérieur de notre barquette. Public cible, intéressant d'envisager un emballage pour les enfants, entre autres. Et voilà. Ça m'amène à vous parler des matériaux. Quels sont les matériaux actuels, les tendances? Eh bien, évidemment, on a un choix quand même assez large. Encore une fois, c'est un monde en soi. L'emballage peut passer soit par le plastique avec lequel on est habitué de voir et de travailler. Mais bon, les tendances se dessinent dans l'industrie en général sur des matériaux qui sont un peu plus durables, recyclables. Alors, on parle de polystyrène et de verre. Bon, le polystyrène en soi est appelé à probablement s'éteindre. Le verre, dans certaines applications, bon, évidemment, avec un liquide, c'est toujours possible, un peu moins dans mon monde, proprement dit. Mais bon, papier, carton à base de plantes, fiber, ce sont des matériaux là, qui sont actuellement disponibles. Souvent, l'enjeu sont la disponibilité, justement, donc l'accessibilité et les coûts. Juste à mentionner, Richard, il nous oui. reste 3-4 minutes pour les questions, fait que je te Bon. laisse aller, là, mais on... Écoutez, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, l'auditoire a accès à la présentation là, parce que j'ai encore quand même une quinzaine de slides à présenter. Je vais tout simplement vous présenter au niveau de 4 stratégies au niveau des matériaux, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. On parle de recyclage, le remplacement des matériaux actuels ou la réduction. Vous aurez accès à certains exemples qui permettent non seulement de dire on va soit remplacer ou utiliser une matière existante, mais une combinaison de tous ces facteurs-là qui permettent soit d'économiser des coûts, d'obtenir un résultat intéressant
avec la demande des chaînes ou de nos consommateurs. Alors, vous serez en même de constater qu'il y a 4 exemples qu'on pourrait envisager. Des fois, l'équipement vient aider aussi à la réduction de l'épaisseur du matériel. Et puis, souvent, on peut passer par l'emballage proprement dit avec une matière différente qui pourrait répondre à nos besoins en tant que tel. Ben, écoutez, je vais vous laisser le temps de poser quelques questions. J'avais la portion automatisation et équipement que vous serez en même de constater. Là, je pense que ça s'explique par elle-même dans le cadre de ma présentation qui vous sera accessible. Désolé, Mer- encore une fois, des petits problèmes techniques. Je vais tout mer- simplement vous mettre les... Oui, bon, merci beaucoup, Richard. Oui, ben voilà. c'est ça. Pendant que tu essayais de te reconnecter, j'avais mentionné qu'on avait nos prochaines activités à venir, c'était celle-là. OK. Écoute, merci quand même avec tous ces problèmes, avec les problèmes techniques, là, d'avoir été en mesure de donner ton message. On avait justement des questions au niveau des emballages recyclables. Je pense que ça vous est de plus en plus demandé, Oui. là, compostable, recyclable. Je ne sais pas si vous privilégiez un ou l'autre ou les deux, si vous allez plus vers du compostable ou c'est quoi vos Ben, orientations, En compostable ou fait, encore recyclable? une fois, chacun des matériaux sont disponibles. Ça commence à sortir. Le compostable, on dirait actuellement que ça serait plus dans le type d'emballage à base de fibres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a encore plus ou moins, on n'a pas encore la possibilité de recycler ou de composter 100% des matières. Dépendamment de l'application qu'on va utiliser. Ce qui est important, surtout si on veut un vacuum ou par exemple une atmosphère modifiée, il y a toujours un lidding, donc une couche plastifiée qui doit être mise à l'intérieur, soit sur un carton par exemple ou un emballage, une barquette cartonnée ou un emballage en fibre. Donc cette matière-là souvent n'est pas recyclable ou compostable proprement dit, mais ça nous permet quand même d'augmenter la composition de matériel compostable comparativement à nos matériaux standards, PA, PE, avec la composante EVOH. On a maintenant des matériaux plastiques qui sont monostructures, donc évidemment qui sont des matières qui sont plus facilement recyclables ou appelées à être plus recyclées. Encore faut-il que les recycleurs soient disponibles. Alors, c'est souvent là le défi aussi. Oui, en effet, je pense que c'est le défi de l'avenir, la recyclabilité. Donc, écoute, je pense qu'on va, on va s'arrêter, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Richard et Johnny, de vos deux présentations. Comme Richard l'a mentionné, peut-être pas tout de suite, là, mais les présentations vont être disponibles sur notre site web et vous aurez l'occasion de voir la portion que Richard n'a pas eu l'opportunité de présenter et de réécouter les causeries pour aller chercher l'information qui vous a manqué ou que vous voulez revoir. Donc, je vous remercie à tous d'être présents encore à cet événement et puis je vous souhaite bon après-midi. Au revoir.